nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. Salut, tu écoutes L'espoir, c'est pas obligatoire, le podcast qui s'adresse à celles et ceux qui fatiguent un peu dans leur lutte ou qui craignent que leur flamme ne s'éteigne ou ne les brûle. À travers des objets culturels choisis, on va réfléchir ici à une alternative moins illusoire pour une lumière qui dure. Je suis Captain Sofro, bienvenue dans mon vaisseau. Ok, la semaine dernière, je t'ai parlé de l'opposition classique que l'on fait entre passion et devoir, et aussi de deux figures stéréotypées du dit devoir, l'un impératif et collectif, l'autre impérieux et individuel. Moi, si tu veux mon avis, et j'espère que oui, parce que sinon tu m'accorderas que c'est un peu chelou d'écouter ce podcast, si tu veux mon avis, donc, les deux sont nécessaires. On ne peut pas être droit que pour soi, sans tenter de faire bien pour les autres. Et on ne peut pas non plus n'être que loi rigide, sans jamais laisser parler une forme d'instinct d'équité plus intime. Pourquoi faudrait-il nécessairement choisir entre l'émotion et la raison, sachant que l'émotion, c'est un peu l'objet de ce podcast, souvent ça pique. Bon, alors commençons par sortir un peu le nez du théâtre classique français et allons voir ce qui se passe outre-Manche. Dans l'œuvre de Shakespeare, il n'est pas question d'opposition entre ces deux notions, bien au contraire. Dans ses pièces, il met toujours en scène un éveil. Songe d'une nuit d'été se suffit à lui-même comme titre illustratif, mais on peut penser à l'éveil à l'amour dans Roméo et Juliette, bien sûr. Notez qu'ici, il n'y a pas de dilemme, On montre que la société a tort et que c'est l'amour qu'il fallait préserver, de même que la paix. Et ce qui m'intéresse, moi, davantage ici, c'est l'éveil au devoir. Chez Shakespeare, on trouve nombre de personnages initialement légers, insoucieux, voire carrément outsiders, qui se voient soudain investis d'un devoir. Intime, chez Hamlet, le père apparaît en spectre pour réclamer vengeance. Collective, chez Henri V, dont je t'ai déjà parlé ici, qui se voit couronné roi alors qu'il n'était qu'un jeune alcoolo dépravé. Dans les deux cas, il y a un switch direct. Les deux passent en mode incarnation de leur rang et de leur mission. Il s'agit alors d'une vraie passion du devoir. Plus rien ne prévaut, ni l'amour, ni l'orgueil, seulement la tâche à accomplir. Alors évidemment, cette posture peut vite faire glisser du côté obscur et confiner à la folie du devoir jusqu'à l'autodestruction. C'est le cas chez Hamlet. Cette thématique de la démence qui obscurcit les sens et l'esprit pour offrir une image déformée, faussée de la réalité, on la retrouve bien sûr dans le baroque espagnol. Chez Calderón et La vie est un songe par exemple, tu noteras qu'à chaque fois c'est l'idée de rêve qui revient, on en reparlera de ça, de l'imaginaire idéal. Dans ce genre, les histoires s'imbriquent, sans cloisonnement entre la fiction et la vraie vie. Tout devient trouble et se reproduit à l'infini comme si on tombait à l'intérieur d'une grosse collection de poupées russes. Une réalité floue, plus rêvée que tangible, c'est exactement le monde dans lequel évolue le héros romanesque espagnol Don Quichotte. Oui, bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté de cette figure emblématique de la lutte contre des moulins à vent. Le maigre chevalier se trompe, aime une fausse icône féminine et combat des géants que son esprit seul a créés. Évidemment que ce n'est pas un exemple à suivre. Il symbolise une forme de folie de l'engagement, de pureté sans essence qui s'avère destructrice. Et cependant, quel modèle malgré tout, en ce qu'il fait vivre encore les valeurs dépassées d'une chevalerie déjà surannée en son temps. Quelle poésie dans cette interprétation constamment romanesque du réel. Quelle foi il inspire à son acolyte embourbé dans son sordide réel, Sancho Panza. Ce qu'il faudrait, c'est un héros qui soit les deux, modeste et flamboyant, de premier et de second plan, bien ancré dans son temps mais le nez dans la lune.
À mes yeux, il n'y en a qu'un qui possède le dîner assez long pour relier les deux mondes, et ce n'est pas Pinocchio. Je pense depuis le début de ce podcast à Cyrano de Bergerac. Cyrano et Christian aiment Roxane, mais le premier, se croyant trop laid, s'efface et prête son verbe au second qui se croit trop con pour séduire la précieuse convoitée. Soyons clairs, ce n'est pas romantique, ça porte un nom qui commence par V. Bon, ça, c'est dit. Ensuite, j'entends souvent que le propos de cette pièce, c'est que Roxane a choisi l'esprit, qu'elle est tombée amoureuse de la plume de Cyrano. C'est faux. Roxane a kiffé Christian pour son corps et Cyrano pour son esprit, oui, mais elle est passée du simple crush à l'amour absolu dans la scène du balcon, où pour la première fois s'est exprimé le cœur de Cyrano, et plus simplement une poésie empruntée, dans les deux sens, by the way. C'est écrit noir sur blanc. Mon langage jamais jusqu'ici n'est sorti de mon vrai cœur, mais l'esprit, je le hais dans l'amour. Le cœur, c'est l'âme qui anime tous les faits et gestes de ce héros. Cyrano allie deux luttes. Il est imbattable à l'épée et improvise comme personne des poèmes acerbes. Le corps et l'esprit, c'est déjà lui tout seul en somme. Une vraie pub pour la sophrose, ce garçon-là. Mais il ne se bat jamais pour lui. Il défend les plus faibles, s'attaque aux abus de pouvoir des courtisans. Il le dit de lui, je ne suis qu'une ombre, et accepte volontiers de s'effacer pour ceux qui le méritent selon lui. Ainsi, apprenant que Molière lui a volé une scène, il l'accepte. C'est bien, Molière a du génie et Christian était beau. Ses indignations sont ancrées dans le réel. Il dénonce et se place au-dessus des bassesses courtisanes, comme le montre la célèbre tirade du non-merci, dans laquelle il déclare préférer travailler sans souci de gloire ou de fortune, et modeste d'ailleurs se dire « mon petit », sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Ancré sur ses valeurs, cultiver son jardin, voilà une idée que nous avions déjà abordée ici. J'en viens au cœur du sujet, sans mauvais jeu de mots. Cyrano aura tout manqué. Le succès poétique, l'amour et même sa mort, puisqu'il est blessé par un bête coup de bûche au lieu de mourir au combat. Sentant sa fin proche, il voit défiler devant ses yeux tous ses vieux ennemis. Le mensonge, les compromis, les préjugés, les lâchetés. Il fend l'air de son épée et livre ses derniers mots qui se passeront d'analyse et sur lesquels je terminerai. Que dites-vous ? C'est inutile ? Je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès, non, non. C'est encore plus beau quand c'est inutile. Je sais qu'à la fin vous me mettrez à bas. Qu'importe, je me bats, je me bats, je me bats. Vous m'arrachez tout, le laurier et la rose arrachés. Il y a malgré vous quelque chose que j'emporte. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous. Et c'est mon panache. J'espère que cet épisode t'a plu. Allez, ne désespère pas. Juste, ne mets peut-être pas toute ta foi dans le même panier. L'espoir, c'est super, hein. C'est même sûrement nécessaire. Mais c'est pas obligatoire.